liberté de mouvement, mais on peut très bien se déplacer en Russie aussi. Et c'est un privilège de pouvoir partir en Europe. Aujourd'hui, la plupart de la population russe soutient activement cette guerre. Et seul un petit pourcentage de la population russe, auparavant, avait déjà la possibilité de se payer un voyage à l'étranger. Et on sait très bien que parmi ces personnes-là, ce ne sont pas des personnes qui sont forcément dans l'opposition. Très loin de là. Et il ne s'agit pas ce sont des personnes peut-être qui sont informées et qui savent ce qu'il se passe. Pas forcément, justement. Moi, je ne suis pas d'accord avec cela. En toute honnêteté, je ne pense pas que ce soit le cas parce que je connais ces Russes, je les vois régulièrement. Nous avons vu, il n'y a pas encore longtemps, il y a 1 ou 2 semaines, une femme russe en Autriche qui harcelait des Ukrainiennes parce qu'elles étaient ukrainiennes et qui soutenaient ouvertement la guerre et qui ensuite ne comprenait pas pourquoi Booking lui a annulé sa réservation. Et ce genre de comportements, en réalité, ils sont assez récurrents. À Berlin, je veux le rappeler tout de même, au mois de mars, si je ne me trompe pas, il y a eu une manifestation pour soutenir la guerre où les gens se sont rassemblés avec le signe Z. Donc, au final, on voit que tous les Russes qui vivent à l'étranger ne sont absolument pas des personnes qui sont ouvertes au monde ou quoi que ce soit. Et je vais vous dire même une autre chose, qu'après mes plateaux télé, je reçois des messages de la part de Russes qui vivent en France et qui me disent que je ne dois pas m'exprimer au nom des Russes ou quoi que ce soit et qui soutiennent ouvertement cette guerre. Pour moi, ces personnes-là n'ont rien à voir avec la France ou avec même les valeurs européennes. Et on peut regarder même ce qu'a dit Peskov. Peskov parle de potentielles réponses de la part du Kremlin, ou bien en tout cas il est choqué par cette décision, mais on voit régulièrement que ce soit au niveau des représentants du pouvoir ou bien même au niveau des chaînes russes, qu'il y a un discours hyper belliqueux, que l'Occident c'est mauvais, l'Occident c'est la décadence, et au final, lorsque l'Occident ferme ses portes aux Russes, eh bien c'est un scandale, c'est un non-sens, c'est un discours contradictoire. C'est exactement ce que dit le ministre ukrainien de la Culture, on l'entendra tout à l'heure. Je voudrais qu'on écoute quand même la position du patron de la diplomatie européenne, puisqu'évidemment c'est aussi l'essentiel, Josep Borrell, écoutez ce qu'il dit. Je ne crois pas que couper les liens avec la population civile russe sera utile. Et je ne crois pas que cette idée obtiendra l'unanimité requise. Je crois que nous devons revoir la manière dont certains Russes obtiennent un visa. Nous devons être plus sélectifs. Mais je ne suis pas favorable à l'arrêt de délivrance des visas pour tous les Russes. Est-ce que, Catherine, quand on va voyager dans un pays étranger, on doit adhérer aux valeurs de ce pays étranger? Je m'explique, c'est pour rebondir sur ce que vous disiez. Si vous allez en vacances aux Maldives, c'est un pays qui est magnifique et on va à la plage. Et puis, les Maldives, on sait que ce n'est pas la plus grande démocratie du monde. Singapour, c'est la même chose. Enfin, voilà. Oui, c'est pour ça que la question est très sensible. Mais en même temps, je pense que les amalgames sont toujours dangereux et que décider qu'on sanctionne un peuple dans son ensemble, souvent, en fait, ça ne fait que resserrer les rangs et les rapprocher encore plus du pouvoir en place, parce que ça risque de légitimer justement le discours des plus radicaux des Russes qu'on voit notamment à la télévision, qui disent à longueur d'antenne que l'Europe est très méchante, qu'en fait c'est pas une guerre contre l'Ukraine, c'est une guerre contre l'Occident parce que les Occidentaux sont russophobes, etc., etc. Donc moi je pense qu'au contraire, il faut que les Russes continuent, alors évidemment pas ceux qui sont responsables de crimes de guerre, etc., etc. Ça, la question ne se pose même pas, mais que les Russes continuent à pouvoir venir en Occident pour justement qu'on garde des liens avec eux et qu'ils puissent se rendre compte qu'effectivement l'Occident n'est pas le grand démon décrit par le pouvoir qui est en place actuellement en Russie, et que sinon moi je pense qu'en plus il y a quand même un sentiment nationaliste qui est fort en Russie et que ça risque au contraire de resserrer les rangs entre la population russe et le Kremlin. Donc je pense que ce serait complètement contre-productif. Et après, les Allemands, par exemple, il faut savoir qu'ils ont, je crois, à peu près 3 millions de leur population qui sont d'origine russe. Donc comment couper complètement les liens, c'est aussi contre-productif à l'intérieur même de certains pays en Europe. Ça, on va y revenir d'un point de vue économique, notamment aussi. Votre avis, Rachel Kahn, là-dessus? Oui, effectivement, moi je partage. C'est vrai que si on veut aujourd'hui alimenter la victimocratie qui est en cours, eh ben, on doit effectivement arrêter les visas pour les touristes. Mais justement, de garder ce lien, ça pose la question de ceux qui demandent l'asile politique. Et puis, on voit ces pays comme l'Estonie, comme les pays baltes, mais ce sont les pays qui sont frappés de plein fouet par la crise énergétique. C'est ceux qui, cet hiver, vont être en grande difficulté. Quand on voit aussi le positionnement de la Pologne, du fait de l'histoire de la Pologne, ils ont été les premiers à être contre les visas. Mais ça, c'est d'un point de vue historique que la Pologne est positionnée là-dessus, est très identitaire et nationaliste. Et puis, on voit à quel point, finalement, cette question-là, comme la question de l'énergie,
va diviser l'Europe d'un point de vue culturel, parce que effectivement la ministre de l'Estonie parlait de privilèges, alors que pour nous, la liberté d'aller et venir, c'est un droit fondamental. C'est essentiel pour nous. Ouais. Donc en fait, il va y avoir des débats, une nouvelle fois, où l'Europe, où les pays européens vont devoir discuter sur, finalement, leur socle commun. Et puis très prosaïquement, d'un point de vue économique aussi, c'était Frédéric Ancel à la radio ce matin qui disait, mais Malte, par exemple, Malte, c'est un pays qui a besoin du tourisme russe, sinon c'est un pays qui meurt. Enfin, Chypre aussi, parce qu'effectivement, les touristes russes... Et alors, ce qui est assez remarquable aussi, c'est qu'à l'époque de l'Union soviétique, on ne peut pas dire que c'était une grande démocratie, justement, les Occidentaux se battaient pour que des Russes puissent sortir du pays, pour qu'il y ait des connexions, pour leur montrer qu'effectivement, encore une fois, l'Occident, c'était le synonyme de la liberté et pas du tout de l'oppression et de l'impérialisme, etc., qui était le vocabulaire de l'époque des dirigeants soviétiques. Et aujourd'hui, ce serait quand même une punition collective. D'ailleurs, je crois que c'est interdit au regard du droit, les punitions collectives. Et à ce moment-là, ça risque effectivement d'alimenter la rhétorique du pouvoir actuel. Donc c'est quand même à manipuler avec beaucoup de précautions. Et puis peut-être que philosophiquement parlant, on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est, je ne sais plus qui l'a évoqué tout à l'heure, est-ce que c'est la guerre du peuple russe, enfin, c'est la guerre de Vladimir Poutine. Est-ce qu'il faut sanctionner le peuple russe ? Bon, moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ce que dit Olaf Scholz. C'est le discours contre lequel les Ukrainiens se battent depuis 6 mois, c'est que ce n'est pas la guerre de Poutine, c'est la guerre des Russes. Très clairement, la plupart de la population russe soutient cette guerre, c'est un fait. Oui, mais encore faut-il qu'elle ait toutes les informations. Mais bien sûr, mais sauf que vous savez bien, enfin, mieux que moi d'ailleurs, comment on peut... Bien sûr, je le sais très bien parce que je le vois sur ma propre famille. Ouais. Mais qui est à l'origine justement de cette propagande? Qui a autorisé cette propagande de s'infiltrer? Qui a autorisé justement ce basculement de la Russie plus ou moins démocratique dans les années 90 et même au début des années 2000 au régime d'aujourd'hui? Ce sont les Russes même. Après, une fois de plus, je parle en mon propre nom, donc moi j'ai mes propres positions sur ce sujet, mais je ne vous rejoins pas du tout sur ces positions-là, bien que je les entends pour plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'une fois de plus, oui, on peut très bien concevoir que de voyager, c'est un droit, mais une fois de plus, il y a toujours eu des visas et les pays sont tout à fait en droit de refuser des visas. Donc, en termes de liberté, ça reste toujours, et même d'un point de vue juridique, ça reste quelque chose de tout à fait acceptable. Ensuite, je le rappelle, que les Russes aujourd'hui qui se situent à l'étranger ou qui peuvent voyager, c'est un tout petit pourcentage de la population russe. Un tout petit pourcentage de la population russe peut se permettre de voyager. 30%, oui, c'est des gens qui ont plus ou moins de l'argent, qui ont toujours eu un accès à de l'information alternative, et pour autant, ces personnes-là ont toujours un point de vue pro-russe. Enfin, pas toujours, mais pour la plupart. Au final, ça reste tout de même une population qui est clairement pro-régime. Donc, est-ce que il y a des étudiants aussi. Une toute dernière chose que je souhaiterais mentionner, moi je ne pense pas qu'il faut regarder cette question d'un point de vue russe et dire que voici ce que vont penser les Russes de nous. Mais les Russes pensent déjà que du mal de la part de l'Occident. Les Russes n'arrêtent pas de parler, par exemple, de l'Occident comme d'un paradis des homosexuels, mais ils le disent de façon hyper péjorative, en utilisant des termes que je ne souhaite pas aujourd'hui utiliser sur ce plateau. Ils n'arrêtent pas de menacer l'Occident de guerre nucléaire. Et aujourd'hui, nous, on pense à... Mais comment les Russes vont nous percevoir? Je peux vous poser une question, parce que vous-même, vous le dites, vous êtes russe. Tout à fait. En tant que Russe, vous avez eu un visa pour venir en France. Je suis français aussi. Voilà. Mais est-ce que vous ne pensez pas justement que le fait que vous ayez pu venir ici vous a permis aussi de vous ouvrir sur le monde, de penser ce que vous pensez aujourd'hui, qui est complètement à l'opposé. Oui, voilà. Les étudiants russes aujourd'hui qui sont à Sciences Po où vous êtes ou ailleurs, je pense que c'est l'avenir aussi du monde, c'est-à-dire que ça crée des liens entre les étudiants français, russes, etc. Donc si on veut qu'il y ait justement ces liens et qu'il y ait un monde meilleur, si je peux utiliser ce grand rêve, n'est-ce pas, entre guillemets, c'est peut-être le moment justement de donner des visas à des Russes pour qu'ils ne s'enferment pas dans une rhétorique qui est aujourd'hui celle qu'on connaît. Bien sûr, mais pas des visas touristiques. Lorsqu'il s'agit justement des étudiants ou bien des réfugiés politiques, il s'agit tout de même de motifs différents. Et par exemple, à mon propre niveau, je considère que ces personnes-là méritent d'avoir un visa et méritent de pouvoir visiter l'Occident. Les jeunes, par exemple, on est d'accord du coup. Mais à 90%,
90%, tout de même, je considère que les personnes devraient être concernées. Une dernière chose, vous avez parlé de mon propre cas. Moi, je vis en France seulement depuis 2019. Auparavant, j'ai vécu en Ukraine pendant 11 ans. Cette culture de la démocratie et cet amour que j'ai pour la liberté et pour les valeurs, on va dire, occidentales et qui sont celles de l'Ukraine aussi, viennent justement de l'Ukraine. Alors, en tout cas, on verra ce qui ressort de ces réunions à Prague. C'est pas tout à fait gagné, effectivement, pour Volodymyr Zelensky qu'on va écouter, parce que lui dit qu'il faut compter aussi sur une prise de conscience du peuple russe, justement. Nous devons nous rappeler que lorsque le mal prend de telles proportions, le silence des gens se rapproche de la complicité. Et si vous refusez la lutte réelle contre le mal, vous devenez alors complice du mal. Par conséquent, si vous avez la citoyenneté russe et que vous vous taisez, cela signifie que vous ne luttez pas, mais que vous le soutenez. Rachel, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Encore faut-il pour cela savoir exactement ce qu'il se passe et ne pas être piégé par la propagande là-bas en Russie. Exactement, cette propagande qui est complètement dingue, folle, et ce lavage de cerveau. Après, dans les propos, parce que là, au fond, il souligne ce qu'on peut appeler, ce que Richard Malka appelle le pas de vaguisme. Et c'est fou, en fait, comme ce conflit-là met aussi en lumière certaines choses sur lesquelles on s'est, nous aussi, habitués, sur certains sujets, à un silence complice, un silence dangereux. Effectivement, il appelle, alors justement, par rapport à ce lien, il appelle quand même certains Russes à se lever. Donc, il faut être courageux pour aller se lever en Russie, quand même. On l'a vu. Enfin, je veux dire, il y a eu des manifestations au début. Enfin, vous connaissez la Russie mieux que moi. J'y suis jamais allée, mais je vois les images et on en parle depuis suffisamment longtemps pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Oui, alors vous allez me dire, effectivement, pendant la guerre, il y a des gens qui résistaient, c'est vrai. Mais quand on n'a pas les moyens tout à fait d'être informé correctement, quand on a son fils qui est parti sur le front parce que le gouvernement nous proposait quelques milliers de roubles et que on en a besoin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Là, vous soulevez un réel problème, c'est-à-dire qu'au lieu de manifester et de dire mon fils est mort et pourquoi est-il mort, eh bien, il y a quand même la question d'argent qui triomphe. Enfin, c'est de la folie furieuse. Je ne connais pas un seul pays normal, entre guillemets, où ce serait acceptable ce type de discours. Pourtant, en Russie, cela semble normal. Cela semble normal. Bon, mon fils est mort, c'est pas grave. Au moins, je vais avoir assez d'argent pour pouvoir me payer une voiture. Ouais, c'est un peu raccourci, mais c'est fou. Et je reviens par rapport aux manifestations. Oui. C'est vrai, il y a eu des dizaines de milliers, je parle bien de dizaines de milliers dans un pays avec plus de 147 millions d'habitants, il ne faut tout de même pas l'oublier, il y a des personnes qui sont sorties. Mais c'est un pourcentage tout à fait minime. Et au final, tout comme au Bélarus par exemple, aucune mesure forte n'a été prise par les manifestants. Et c'est pour cette même raison-là qu'au Bélarus, en 2020, il n'y a eu aucun changement, parce que les personnes étaient là, montées sur les bancs en retirant leurs chaussures, avec toute la propreté, en montrant le signe de la paix. Mais au final, ce n'est pas comme ça que ça marche. Comme l'avait dit d'ailleurs l'ancien président François Hollande, avec la Russie, la seule réponse qui fonctionne, c'est d'agir de la même manière que la Russie, c'est-à-dire par force. La Russie ne comprend aucune autre langue que la force. Oui. Et c'est la même chose au niveau interne. Il n'y aura aucun changement dans le pays si les Russes ne réagissent pas de façon claire, nette et beaucoup plus agressive. Pour renverser Poutine. C'est ça que très clairement, oui. C'est une des options. Et une dernière chose que je souhaite mentionner, parce que c'est tout de même important, vous parlez du courage des Russes, de certaines personnes. Moi, je les salue, les personnes qui sortent, les personnes qui ont, par exemple, mis le feu à des bâtiments de recrutement militaire. Ce sont des héros dont on ne connaît pas le nom, mais bien évidemment, ce sont des héros. Mais c'est un tout petit groupe de personnes, alors qu'en Ukraine, on parle tout de même de personnes qui étaient en face de fusils, en face de tanks, en face de chars. À Kherson même, dont on va parler après, les personnes sont montées sur les chars, ont organisé des manifestations avec des dizaines de milliers de personnes pour dire « nous sommes en Ukraine et nous souhaitons rester en Ukraine ». Mais ils défendaient leur terre. Ils défendaient leur terre, c'est peut-être différent.